l'idée aujourd'hui, c'est un peu de faire l'état du marché, des technos sur lesquels il faut investir, miser, ce qui marche bien comme format en termes de techno. Enfin bref, on va faire un peu un panorama de ce qui se fait et des technos sur lesquels miser. Donc on a réuni aujourd'hui un parterre que j'espère bien complémentaire. Donc 2 personnes sur 3 déjà, c'est déjà un bon début pour commencer. À ma gauche, donc Bérangère Villemain, qui est chez Augury. Tu es Senior Director Publisher Development. Oui. Bienvenue. Merci. Et donc à ta gauche, Magali Quantel-Rémé. J'espère que je le prononce bien, sinon je t'invite à Très mal. Très mal, j'en doutais, j'aurais dû. On a juste échangé par mail, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion. Quintel-Rem, mais c'est pas grave. Quentin Rem. Donc de Opti Digital, vous avez un stand également là, donc les gens pourront te retrouver. Tu es la cofondatrice et CEO. C'est ça. Bonjour à tous. Bienvenue Magali. Merci. Et donc le troisième intervenant qui est donc en retard mais qui va nous rejoindre, Philippe Schmitt, qui est chez Prisma Media. Il est Managing Director Prisma Media Solutions. Donc voilà, à la fois côté régie, côté média, solutions. Donc on pourra avoir différents points de vue. Ça risque d'être assez riche et intéressant. Peut-être avant qu'on démarre le bilan, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre scope et puis peut-être aussi présenter vos sociétés respectives, qu'on ait une vision un peu précise de ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Tout à fait. Du coup, moi, donc Augury, c'est une société qui a été créée en 2014. Donc maintenant, on est à peu près 500 à travers le monde. On est présent dans 17 pays. On aide les éditeurs. Alors moi, on a plusieurs départements. Sur ces 500 personnes, on a une grosse partie de notre équipe qui est une équipe technique. Après, on a 200 commerciaux qui vont au quotidien voir les agences et les annonceurs en direct pour évangéliser l'offre Augury. Et moi, de mon côté, je fais partie de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe supply. Donc, je vais travailler et contacter les éditeurs pour les aider à monétiser leur inventaire in-app et web mobile. Donc, moi, j'ai un périmètre majoritairement France. Donc, voilà. Donc, pour schématiser un petit peu, je dois trouver de l'inventaire qui permette à nos annonceurs qui souhaitent travailler avec nous de toucher les utilisateurs finaux. Voilà. Très clair. Merci. Alors, donc moi, je suis la cofondatrice et directrice générale d'Opti Digital. C'est une société qui a 5 ans, qui a été créée en 2018. On développe des technologies publicitaires pour les éditeurs. On a commencé avec une première brique qui était à l'époque le header bidding, qui nous permettait d'apporter de la valeur à des éditeurs, on va dire, de taille moyenne. Et on a enrichi cette solution Opti All-in-One avec d'autres briques telles que amélioration de l'ad serving, amélioration du nombre de publicités sur les pages, etc. Aujourd'hui, c'est 220 médias qui l'utilisent en Europe avec un incrément de revenus. Et puis, il y a 1 an et demi, on a commencé à développer une autre technologie qui s'appelle Opti Yield, qui est plutôt à destination des éditeurs qui ont déjà une configuration publicitaire et qui est un module qui calcule et envoie des prix planchers de manière dynamique à tous les enchérisseurs en enchères ouvertes. Et voilà, c'est cette solution qu'on est venu présenter aujourd'hui. Merci Magali. Donc on démarre un peu par le bilan 2022. Donc là, on est fin d'année 2022 et ça a été une année un peu pivot quand même pour la publicité. Faut le reconnaître. Le premier semestre a marqué consolider la croissance de la pub digitale, tandis que le deuxième et troisième trimestre, pardon. Merci. La perspective d'une récession mondiale a un peu ralenti tout le marché. Comment est-ce que vous avez vécu respectivement donc à votre échelle cette année 2022? Magali, peut-être quel impact ça a eu sur la programmatique? Alors, en fait, nous, on a vu les effets sur la quantité de demandes qu'on reçoit. On reçoit moins de demandes, en fait. Il y a une certaine morosité. Il y a pas mal de... Alors, nous, on discute et on agrège beaucoup d'inventaire. Et bonjour Philippe.
Et donc, on est en contact avec des éditeurs et des partenaires de demande, des SSP. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est adressé à eux, on leur a demandé qu'est-ce qui se passait, etc. Et ce que tous les SSP nous ont dit, c'est malheureusement, les budgets des annonceurs sont comme bloqués. Et au lieu d'être votés sur tout le trimestre, tout le 4e trimestre, en fait, ils se débloquaient au dernier moment sur un mois. Et donc, il y avait vraiment un manque de visibilité. Enfin, c'est cette sensation-là qu'on a sur le dernier trimestre, c'est ce manque de visibilité. Et malheureusement, je pense que ça va durer encore sur 2023. Quoi. Bon, ça va suivre. On en profite donc pour saluer Philippe qui vient de nous rejoindre, qui fait une entrée triomphante. On vient de faire les petites présentations et on parlait du bilan 2022. Avant peut-être que toi tu nous dises, est-ce que tu veux te présenter rapidement? J'ai énoncé ton poste, mais peut-être tu peux rappeler en quelques mots ce que tu fais et ce que vous faites chez Prisma Media Solutions. Oui, avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. Philippe Schmitt, déjà ravi de te rencontrer en vrai. On a fait un podcast ensemble, mais on s'est jamais rencontré. C'est quand même bien le physique. Je m'occupe chez Prisma Media à la fois de la régie publicitaire, Prisma Media Solutions, et aussi la transformation digitale. Et effectivement, 2022, même si c'est pas encore fini, c'était une année, comme on dit, complexe, avec plein de facteurs en fait qui s'intercalent. Faire un bilan, je dirais que nous, on a vécu en plus, je pense que 4-5 années assez extraordinaires sur une montée de puissance, notamment de notre audience digitale et la monétisation qui allait avec, assez spectaculaire. Et notamment 2021 est une année, l'apothéose des années de record, parce qu'il y avait et le retour du business post-Covid et il y avait des audiences ultra fortes. Vous vous souvenez, c'était encore les couvre-feux. Le soir, Omicron, on a tous arrêté les soirées de Noël à la fin de l'année. Donc, c'était vraiment beaucoup de temps des Français disponibles devant les écrans, quand même. Et en même temps, le retour du business. Et donc, 2022 était, en effet, de base, effectivement, un peu moins favorable, même déjà avant la juxtaposition des multicrises qu'on a vécues cette année. Je dirais que oui. Donc, on s'est senti sur ce dernier trimestre. Ouais. Oui, je dirais que il y avait au début ça allait encore jusqu'en mai, juin. Enfin mai, non, en mai on le sentait déjà un petit peu. L'été de toute façon était assez creux et on s'était dit au moins peut-être sur la fin d'année le T4 il va être pas mal parce que normalement ça se passe toujours sur le digital. Il y a beaucoup de budgets qui se libèrent et ça arrive et en fait non. En septembre c'était pas top. J'entendais même mes collègues des régies télé. Normalement quand eux ils vont pas bien, ça veut dire que les autres, en fait. Ouais, exactement. Et donc, c'était une année beaucoup plus tendue. Il fallait y faire face, on en parlera après, avec de l'innovation, avec la proactivité. Tous les partenaires étaient plus sous tension. Et le mot qui revient tout le temps, c'était pas de visibilité. Pas de visibilité. Donc, ce côté vraiment, on gère la petite semaine. La stratégie, elle se décompose finalement d'agilité hebdomadaire. Et malheureusement, peut-être quelque chose qui va être le nouveau normal. On en parlera. À suivre. Toi, Bérangère, côté mobile, l'année 2022? Je pense que je peux faire à peu près le même constat. Effectivement, nous, parce que moi, je travaille partie éditeur, donc on travaille régulièrement avec les commerciaux qui vont en agence et voir les annonceurs. Et du coup, on leur demande s'ils ont des besoins spécifiques ou pas, ou si on peut les aider pour avoir plus de campagnes. Et effectivement, le constat est exactement le même. Hein. C'est beaucoup plus de difficultés pour avoir une visibilité et aussi une exigence de la part des annonceurs qui est beaucoup plus accrue qu'avant. Ça se ressent aussi par ce que vous disiez. Hein. C'est des budgets, oui, mais on ne sait pas quand il va arriver. Un budget important, mais finalement, il va être réduit. Et par contre, les exigences en fait, des annonceurs vont être toujours plus hautes. Donc d'un côté, je dirais qu'on est assez content d'entendre que le marché a la même tendance que nous. Oui, que ça veut dire, que c'est pas, il n'y a pas de problème d'offres, etc. Mais on doit quand même, ou pas, oui, tout à fait, ou pas, mais on doit quand même rivaliser pas d'imagination, mais un petit peu. Exactement. Et donc justement, tu le disais, Philippe, dans ce contexte-là, l'importance d'innover. Tu peux garder peut-être le micro puisque tu l'as, Bérangère. Quels sont les formats qui sont plébiscités aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche bien? Puisque vous regardez ça forcément d'un peu près. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des formats particuliers qui marchent bien? Je dirais que sur la partie in-app, c'est surtout le format interstitiel qui est un format connu, hein, mais qui continue de bien fonctionner parce qu'il maintient des performances côté éditeur et annonceur, donc il tient ses promesses.
même s'il y a peut-être un peu d'intrusivité vue par l'utilisateur, mais ça, c'est toutes les questions d'intégration et de pression publicitaire. Et nous, sur la partie web mobile, chez Augury, donc nous, on fait uniquement des formats outstream. Donc c'est vrai que l'instream est toujours bloqué, verrouillé, parce qu'il y a peu d'inventaire. Sur la partie outstream, je dirais que les éditeurs cherchent à trouver un peu un équilibre. Alors, il n'y a pas forcément un seul format qui va sortir du lot, même si on se rend compte, et nous, on essaye d'emmener les éditeurs à aller vers beaucoup plus des formats peut-être impactants, mais des formats qui vont s'intégrer correctement, qui ne vont pas augmenter la pression publicitaire, qui vont aussi permettre à l'éditeur soit de maximiser son revenu, soit d'augmenter son RPM, soit de faire des arbitrages. Donc je dirais que voilà, sur ce qu'on voit, sur voilà, l'INAP, l'interstitiel, et le reste, peut-être des choses qui sortent un peu plus des formats type bannière, MPU, on voit qu'il doit y avoir une multiplication de ces formats-là pour avoir une vraie rémunération derrière. Et justement, ça c'est intéressant, l'évolution des KPI, puisque en fait on a quand même un peu shifté, tu dis les bannières c'est plus forcément ce qui marche, l'interstitiel ça marche bien, spontanément on sent que c'est parce que c'est la seule publicité qui est à l'écran. Qu'est-ce que vous regardez comme KPI aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'innovation? Est-ce que ça bouge dans la manière de vérifier, de mesurer l'efficacité? Alors, je dirais que côté annonceur, on a toujours le classique taux de clic et taux de complétion, auquel on peut rajouter la couche viewability, auquel on peut rajouter la couche brand safety. Cela dit, nous, on voit aussi beaucoup plus, mais ça, c'est totalement lié au contexte mondial actuel, beaucoup plus de demandes des annonceurs de brand suitability. Donc, c'est dans quel contexte ils veulent bien être diffusés. C'est-à-dire qu'avoir une belle marque, ça ne suffit plus. Il y a vraiment le contexte de l'inventaire qui est derrière qui leur importe. Et aussi l'attention qui va être portée au format publicitaire. Dans le sens où, quitte à diffuser une publicité, mon annonceur veut quand même être sûr qu'elle ait bien été vue et qu'il y a eu de l'attention. Ça, c'est quoi le KPI derrière l'attention? Nous, on a fait des études sur nos formats. On a fait une étude avec Lumen, je crois, Lumen, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, Lumen, je crois. Et pour mesurer l'attention, en fait, donc il y a plusieurs critères qui sont vus. C'est des critères, vous prenez un panel, etc. Il y a plusieurs critères qui sont mesurés. Et du coup, nous, nos formats, ont une bonne attention. Et je pense que ça, moi, là, pour répondre à ta question, ça vient majoritairement, nous, de la façon dont on intègre les formats. C'est-à-dire que nous, avec nos éditeurs, on travaille vraiment sur des intégrations custom avec eux pour s'assurer, un peu ce que je disais avant, qu'il n'y ait pas forcément une multiplication des formats, que le format soit bien intégré, etc., pour permettre de ne pas avoir trop de pression publicitaire auxquelles sont soumis les utilisateurs. Okay. Magali, puisque tu es à gauche, de votre côté, la programmatique, comment tu trouves qu'elle se renouvelle face aux pure players de la tech, et sur quelles innovations vous misez? Alors, notamment pour les éditeurs de presse, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse. Ouais. Alors, bon, c'est sûr que c'est un peu David contre Goliath dans notre secteur. Et on ne peut pas non plus jouer sans Google et sans Amazon, en tout cas dans la monétisation des éditeurs de presse. Donc, on joue avec nos armes à nous. En termes d'innovation, de notre côté, nous, ce qu'on a priorisé cette année, c'est le fait de mettre en place de l'automatisation sur des choses qui auparavant étaient gérées manuellement et pas forcément très bien. Donc on a commencé par déjà mettre en place des solutions de prix plancher dynamiques. Donc c'est des algorithmes qui calculent quel est le bon prix plancher qu'il faut appliquer à des segments d'audience et qui transmet le bon prix plancher pour maximiser le RPM à tous les enchérisseurs, notamment à Prebid, à Amazon et à Google, plutôt que d'avoir uniquement une règle de tarification qui est en bout de chaîne dans l'ad server. Et donc ça a des effets positifs parce que ça met tout le monde sur un pied d'égalité, ça permet d'améliorer le RPM et donc d'aller récupérer du chiffre d'affaires en plus. Après, ce qui est sûr, c'est, on en parlait encore au déjeuner ce midi, quelque chose qui peut aider les éditeurs de presse à se démarquer d'un Instagram, d'un TikTok, etc., c'est la brand safety. Si on est capable de bien segmenter son site et d'apporter
des critères de qualité à l'annonceur, là, c'est une manière aussi de capter ses investissements et de capter de la valeur. Ça reste toujours... Brand safety, puis voilà, avec des contenus originaux et après, dans la mesure du possible, essayer de préserver aussi son volume, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il faut se mettre à la place de l'acheteur. Une agence, elle va être dans une configuration avec des ressources limitées, elle a un gros budget à dépenser, et finalement, le GAFA, c'est la solution de facilité. Puis après, il y a des centaines d'éditeurs de presse qui sont très fragmentés, et donc arriver à s'adresser à eux, c'est pas facile. Donc, si possible, essayer d'avoir un volume quand même suffisant de pub. La puissance, il faut de la puissance peser. et mutualiser pour peser dans la balance et intéresser les annonceurs, les marques pour aller donc investir ailleurs. Donc c'est pas facile. Il y a le prix, la qualité et la quantité, quoi. Très bien. Philippe, toi, du côté de chez Prisma, quelle mutation vous voyez apparaître du côté des lecteurs, des lectrices, qui peut aussi avoir un impact sur ce marché? Oui, complètement. En fait, il faut innover des deux côtés, en B2C et en B2B. En B2C, nous voyons quelques méga trends en fait, qui fascinent les Français, qui engagent les Français. D'abord, nous étions historiquement chez Prisma leader sur les femmes, et nous voyons que notre société est en train de changer de façon, d'une vitesse assez colossale, d'ailleurs pas en France, mais partout dans le monde. Et les accélérateurs du changement, surprise, c'est les femmes dans les sociétés. Donc on a un rôle majeur aussi dans l'accompagnement des femmes, parce que pas besoin d'aller jusqu'en Iran pour voir en fait voilà tout ce qui est bien dans la transformation des sociétés vient souvent des femmes, et nous nous adressons à 8 femmes sur 10 en France, donc tous les sujets qui accompagnent les femmes de leur quotidien et qui affirment leur indépendance, leur liberté, leur carrière sont importants. Le deuxième méga trend, clairement, c'est la santé. Donc, post-Covid a accéléré la prise de conscience que la santé est très importante, que l'amélioration de soi dans toutes ses facettes, beaucoup aussi la santé psychologique, comme l'amélioration de soi, le développement de soi via des podcasts, les réseaux sociaux, c'est un méga trend. Et après, on ne peut pas concevoir un futur désirable sans y inclure les jeunes. Et donc, les usages médias des jeunes, les attentes des jeunes par rapport à une société. Et quand on a un grand groupe média comme le nôtre, on a envie effectivement d'être, plutôt partie de la solution et pas du problème. Donc, je pense que ça, c'est 3 axes d'innovation qui étaient très importants pour nous. Après, avec toute une stratégie qui est déclinée, je prends peut-être un exemple sur la santé. Donc, nous avons intégré une belle marque qui s'appelle Dr Good avec Michel Simès sur tout ce qui est santé préventive, surtout, et pas plutôt traité quand c'est trop tard. Sur les jeunes, nous lançons une verticale très costaud sur la SVOD, sur le streaming, parce que les études montrent qu'on passe plus de temps à choisir sa série Netflix que de la regarder. Donc, il y a un boulevard. Et puis, côté B2B, plus pub aussi, je rajoute peut-être 3 exemples d'innovation. La première, c'est face à cette demande de one-stop shop du buy-side, d'avoir un grand partenaire qui permet à tout faire. En fait, on crée ou des alliances, c'est-à-dire comme le Vidéo Impact, on s'est allié avec le Figaro et 366 pour créer la plus grande alliance vidéo en France. Et donc, concurrencer frontalement YouTube avec les mêmes prix, avec les mêmes KPIs. Avec des volumes, tu as des chiffres un peu en tête sur cette alliance qui pourrait avoir des ordres de grandeur? Oui, il y a jusqu'à 5 milliards de vidéos vues disponibles entre les 3 grandes régies. Et l'idée, c'est aussi, en fait, un annonceur appelle un de nos 3, c'est une expérience One Team. Donc, il faut que ça soit vraiment complètement fluide avec des études d'efficacité, etc. Et on va fêter, je crois, la semaine prochaine, le 1 an, pile, du Vidéo Impact. Et on en a vendu 1 par mois. Et le ticket d'entrée minimum était 100 000 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme du big business. Et après, c'est aussi cette course à l'innovation dans l'AdTech et la MarTech qui oblige d'investir dans des profils de plus en plus capés, de faire de plus en plus de veille. Je prends un exemple sur les ID. C'était le sujet cette année. La fin du coquillitière a poussé cette innovation d'ID. Prisma, on a testé les 19 ID disponibles du marché. On a vu que voilà, ou ça manquait en précision, ou ça manquait en qualité déterministe. Donc en fait, voilà, il y a 2 collaborateurs de nous qui ont lancé leur propre solution, First ID, vous avez peut-être suivi, David Folguera et Yael Messon, qui sont partis et qui sont super contents. Il y a un sujet du moment aussi, c'est un peu comme sur le marché, vous voyez que l'économie courte est d'aller directement chez le producteur pour acheter ses légumes. C'est pareil en programmatique, le SPO, le Supply Path Optimisation.
Donc vous avez des milliers de chemins parfois pour avoir accès au même inventaire avec des douzaines d'intermédiaires qui ouvrent tous la main. Et donc pourquoi pas aller directement chez le producteur. Avec les SPO, on peut, avec une belle intégration, gagner 10 points de valeur à budget égal. Avec moins d'intermédiaires directement. Absolument, vous appelez en fait le SSP, hein. Mais il faut le travailler. C'est aussi beaucoup de tech de tous les partenaires impliqués. Et du coup, on a vu que beaucoup d'éditeurs de moyenne taille sont venus nous voir pour dire que, écoutez, en fait, est-ce que c'est encore notre métier, la tech? Parce que ça commence à être une telle course au profil capé, à l'innovation, à l'investissement tech, à la veille. Nous, on préfère se concentrer sur les meilleurs contenus du monde et peut-être faire un paywall, mais peut-être est-ce qu'on ne peut pas faire équipe? Et du coup, on a lancé une offre qui s'appelle Prisma for Publishers, où en fait, on a une vingtaine de très belles marques comme Libération, comme l'Express, comme La Tribune et d'autres, où en fait, on plug entre guillemets notre stack programmatique via notre header bidding, on l'exporte pour d'autres éditeurs qui n'ont pas les moyens d'investir. Qui n'ont pas les moyens d'investir. Du jour au lendemain, ils ont accès en fait à notre stack optimisé. Il y a 15 SSP optimisés avec notre header bidding. Et c'est quoi le modèle économique derrière? C'est un taux de régie, tout simple, taux de régie. Complètement transparent. Et c'est les marques entre guillemets de nos partenaires sont au même rang, au même niveau que les nôtres. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on a même notre équipe commerciale qui après les intègre complètement en fait dans notre offre. En pure régie, donc la version light que tech ou la version un peu plus qui va plus loin avec la partie commerciale. Et il y a aussi un autre trend qu'on a vu cette année, qui est vraiment toute la partie data est en train de revenir. Avec maintenant, je dirais, avec une nouvelle maturité, RGPD, et on a beaucoup parlé des clean rooms, c'est-à-dire en fait c'est un tiers de confiance, des partenaires comme LiveRamp ou d'autres, qui proposent de croiser la data éditeur avec la data annonceur. Et les annonceurs sont en fait assez reconnaissants de cette valeur-là parce que la data navigationnelle fraîche bio des éditeurs français, RGPD compliant, en fait, est une vraie mine d'or entre guillemets, d'enrichir en fait ces segments conformes à la CNIL et tout ça pour mieux comprendre son audience, parce que souvent un directeur marketing entre sa cible déclarée et la cible réelle et ce qu'il pense de ce qui intéresse ses clients et ce qui les intéresse vraiment, c'est deux choses différentes. Et quand on a beaucoup d'audience jour avec des sujets édito assez divers et variés, ça rapporte du coup à une compréhension des cibles assez complète. Merci Philippe. Je reviens une seconde, tu parlais de la fin du cookie, donc peut-être pour Magali Bérangère. Je sais qu'on en parle déjà depuis longtemps et que c'est pas un sujet nouveau, mais c'est toujours intéressant. Magali, puisque tu as le micro, donc voilà, donc il y a les contraintes RGPD, il y a de plus en plus de demandes de personnalisation qui sont faites. Quelles sont les innovations sur lesquelles les annonceurs, les acteurs de la tech misent techniquement pour faire face à ces sujets de personnalisation et de contraintes RGPD? Alors, je pense que, comme vous l'avez fait chez Prisma, la majorité des éditeurs a testé de multiples user ID, enfin alternative ID, pour maintenant déjà, parce que en fait, le cookie-less, c'est déjà le cas sur Safari, sur Firefox, sur Brave. Je crois qu'on a peut-être 20% de l'audience aujourd'hui en France, je crois que c'est ça qui était dans les dernières études, qui est déjà cookie-less. Donc on a déjà des problématiques. Même plus, tu dis Philippe? Ouais. 30%. Ouais. On a déjà des problématiques. À cela s'ajoute le consentless. Donc finalement, on est toujours confronté à ce même problème de comment est-ce qu'on donne des capacités de ciblage aux annonceurs pour valoriser l'audience. Malheureusement, il n'y a pas vraiment un acteur qui sort du lot. Alors, ce sera peut-être First ID, ce sera peut-être Prebid, LiveRamp, Criteo, je ne sais pas encore. Mais la conclusion qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de savoir lequel va être réellement adopté. Et donc, il y a un petit peu l'effet inverse qui se passe. C'est on pêche par excès et on se dit on intègre tous les user ID possibles. Mais le risque, c'est que ça ralentit. Ça dégrade la performance. Ouais, ça dégrade le temps de chargement de la publicité. Donc, ça dégrade l'UX, ça dégrade le taux de visibilité de la publicité. Donc, ça va à l'encontre de l'effet recherché. Et donc, ce qu'on peut voir, nous, c'est que concrètement, c'est important de le faire parce qu'on apprend. Il y aura peut-être l'une de ces solutions qui va sortir du lot. Mais en attendant, la logique que les éditeurs suivent en majorité et qu'on suit également, c'est de se dire, tant qu'il y a des cookies sur certains environnements, exploitons-les au maximum. Il y a encore des partenaires de demande qui sont exclusivement client-side, en header bidding côté client via Prebid JS.
et qui repose à 100% sur des cookies tiers. C'est le cas de Criteo, de Tigs et d'autres acteurs. Mais en parallèle, préparons le futur et anticipons la fin des cookies tiers dans Chrome. Et notamment, l'un des changements qui, à mon avis, est je pense, une grande tendance qu'on va voir se développer en 2023, c'est le passage du header bidding client-side au header bidding server-side. Où là, finalement, le gros avantage, c'est qu'en faisant des enchères côté serveur, on accélère énormément le temps de chargement de la publicité. Comme de toute façon, dans le futur, il n'y aura plus de cookies tiers, finalement, les problématiques de synchronisation de cookies qu'il y a quand on est côté serveur, on ne les a plus. Et ça a un autre avantage, c'est que vu qu'on peut connecter côté serveur et qu'on ne ralentit pas, on peut connecter en fait un nombre illimité de partenaires programmatiques, alors qu'on ne pouvait pas le faire en client-side. Alors bon, ce sera peut-être pas l'idéal d'en mettre 300, mais il y aura peut-être plus les limites qu'on s'auto-censurait, qu'on s'auto-imposait jusqu'à présent en client-side. Je pense que progressivement, il y a une espèce de migration vers le server-side qui va s'effectuer. Bérangère, tu confirmes, quelle vision vous avez là-dessus? Je confirme complètement. C'est vrai que nous, chez Augury, en fait, on a commencé en 2014 et on était un des pionniers en fait, à demander le consentement de l'utilisateur, même avant que la RGPD soit en place. Donc, on avait déjà ce besoin et cette envie de respecter la vie privée de l'utilisateur. Du coup, nous, on a aussi pris le virage au final de ID-less, cookie-less avant les dates butoirs d'Apple et Google. Après, je ne peux faire exactement que le même constat qu'on a à l'heure actuelle. Nous, on ne monétise à l'heure actuelle uniquement sur les inventaires qui sont consentis. C'est vrai qu'on a des grosses discussions avec nos éditeurs. Comment est-ce que sur les 70% d'inventaires qui me restent, comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser le RPM, maximiser la publicité, mais que ça ne soit pas intrusif, etc., etc. Donc c'est vrai que pour moi, cookie-less, ID-less ont vraiment créé des problématiques. Alors, l'intérêt du cookie-less, ID-less, effectivement, on le sait pour l'utilisateur, on sait l'importance du travail de protection de la data pour que ce ne soit pas fait n'importe quoi avec ça. Après, si je vois juste sur mon travail au quotidien, mon prisme à moi, c'est vrai que ça crée beaucoup de problématiques et notamment un impact très fort au final sur les éditeurs et sur leur capacité de monétisation de leur inventaire. Après, effectivement, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle qui existe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça soit du côté annonceur, un partenaire, une solution qui n'est pas ID-less, cookie-less, être compliqué, ou ça va être de plus en plus compliqué. Et effectivement, côté éditeur, les éditeurs sont en recherche perpétuelle de trouver, un peu comme ce qu'a fait Prisma, de trouver la bonne solution qui va leur permettre de sortir un petit peu de cette problématique. Très clair. Je voudrais qu'on vienne une seconde, peut-être Philippe, sur la notion de brand safety dont on a parlé, qui est quand même un des grands remparts aussi, en tout cas qui permet de se distinguer, d'offrir des bons environnements de qualité. Comment est-ce que chez Prisma, vous garantissez cette brand safety? Alors la brand safety, c'est un grand sujet qui est évoqué partout et il y a encore plein d'utilisations, je trouve, que du buy-side, en fait, notamment sur les réseaux sociaux, la brand safety n'existe pas, en fait, il faut se le dire. Un feed Facebook, il y en a autant de feeds différents que nombre par de personnes design, comme on dit. By design, ça ne peut pas être brand safe. C'est UGC à fond et chaque feed est différent. Donc c'est impossible en fait de garantir la brand safety sur certaines plateformes. Et pourtant, le même annonceur qui va mettre 3/4 de son budget sur ces plateformes va ensuite venir un éditeur français te dire que est-ce que les recettes de cuisine actuelle, est-ce que les sujets de géo sont brand safe. Donc en plus, la réponse est souvent des technos d'origine américaine, qui en fait donc screen tout simplement en fait vos environnements et on a des exemples. Je cite même un concurrent. Je pense que c'est un attaquant dans un match de foot sur l'équipe.fr qui a fait bloquer le site parce qu'attaque. Donc voilà, une techno américaine vous bloque. Le mot attaque. Ah bah oui, le mot attaque. Et donc en fait, la techno, elle est parfois bête. Et donc la brand safety by techno a ses limites. Elle est appliquée souvent plus sur les sites de médias français qui sont by design déjà un peu brand safe. On a lancé un label rouge, pas du poulet, mais de l'internet français qui s'appelle le Digital Ad Trust.
Ça a pris beaucoup d'années de l'installer. Chez Prisma, on est 100% labellisé Digital Trust. On n'a vu aucun effet positif en fait de cette labellisation. Il y a des éditeurs d'autres que je ne citerai pas qui sont ressortis. C'est-à-dire que ça n'a aucun impact pour les annonceurs. Le buy-side le réclame, mais en fait, comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Quand il s'agit en fait de favoriser les sites labellisés, il n'y a plus personne. Donc, ça, tu l'expliques comment? C'est business? C'est quoi? Non, mais on le dit tout le temps, mais ce qui compte, c'est les KPIs d'abord de performance. Et après, il y a le discours, il y a la réalité. Les nombreux scandales sur les plateformes ont amené parfois des boycotts temporaires de quelques semaines. Mark Pritchard, le gourou de Procter, il a boycotté plusieurs fois des plateformes et en fait même Mark Zuckerberg a dit mais que Mark Pritchard vienne ou pas, j'en ai rien à... C'est pas grave. Et voilà le rapport de force. Donc la brand safety est que pour nous en fait, déjà. Et brand safety, donc bon, chez Prisma, on est un peu plus préservé parce que c'est la presse magazine, on n'est pas dans l'actu chaude, donc on a plutôt des environnements, ce qu'on appelle moins anxiogène. Oui, voilà, donc on n'a pas de actu chaude sur le terrorisme, sur les guerres, on n'a pas ça en fait dans les magazines, dans les contenus digitaux. Donc nous on est un peu plus préservé, mais je trouve que c'est un sujet un peu voilà, pas tout à fait franc du collier, c'est pour ça que je me permets ce petit coup de gueule. Et la brand safety, oui, bien sûr, c'est hyper important, mais il faut appliquer les mêmes exigences à tout le monde déjà, pour commencer. Et tu sens pas qu'il y a quand même un shift dans le marché, dans les consciences des annonceurs et peut-être du public aussi sur l'importance de ça, mais tu le ressens pas, enfin, même globalement, vous le ressentez pas côté des acheteurs? On voit pas un shift des investissements forts, en tout cas. On voit que maintenant, oui, il y a des whitelists à l'intérieur de YouTube. Parce que ni par l'algorithme, ni humainement, on peut contrôler tous les contenus sur YouTube. Il y a tellement de uploads par seconde, c'est impossible à garantir la brand safety, encore une fois. Donc, il y a des filtres qui s'appliquent pour rassurer les décisionnaires, pour qu'on dort un peu plus tranquillement et on fait des mêmes décisions comme hier, juste avec un peu plus de storytelling. Mais voilà, donc je pense que la brand safety, elle est importante qu'on se l'approprie. Mais aujourd'hui, elle est by techno, elle n'est pas appliquée à tout le monde de la même manière. Et quand on se autorégule davantage, il n'y a pas du tout le retour ROI, espéré en tout cas. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est un sujet un petit peu, il faut le faire quoi qu'il arrive, mais ça ne va pas être la solution business. J'ai l'impression que c'est quand même c'est un peu le sens de l'histoire quelque part. Important. Et c'est savoir quand ça va basculer en fait en faveur des bons sites, en tout cas du bon contenu et de la brand safety. Et ça, voilà, c'est un peu intangible et c'est le marché. Tout le monde. Oui, bien sûr, évidemment. Parlons un peu de perspective. Donc, on rappelle les gros poissons qui captent 3/4 des recettes publicitaires, Amazon, Google, Meta. Quel conseil vous donneriez aux éditeurs pour passer l'hiver et l'année 2023 de manière sereine? Si vous aviez quelques conseils à donner, peut-être tu peux commencer, Bérangère. Winter is coming. Je pense que nous, ce qu'on travaille beaucoup avec nos éditeurs, qui sont vraiment des partenaires, c'est de réfléchir, c'est d'adapter notre valeur ajoutée à la leur. Donc c'est de comprendre ce qu'ils veulent, comprendre ce dont ils ont besoin, même si finalement ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave, on prend le temps. Donc je pense que un des premiers conseils, mais finalement qui n'est pas un conseil, je redis juste des choses que j'ai vues avec mes partenaires, ça va être vraiment de continuer à avoir une stratégie, de ne pas vouloir forcément ressembler à tout le monde, mais d'appliquer sa stratégie, de aussi peut-être identifier une stratégie de monétisation qui va être peut-être différente en fonction des différents canaux dont l'audience provient. Nous, par exemple, sur un de nos partenaires, on a vu que quand on est intégré en Everbidding, on cherche toujours le travail d'amélioration des performances. Le premier appel, on avait des performances. On s'est dit, tiens, on va faire un test sur le deuxième appel et nos performances étaient meilleures. Parce que la façon dont venait le trafic, la façon dont était intégré, etc., finalement, tout le monde à un moment a voulu la fameuse première impression est la plus chère et la meilleure. Finalement, non. Donc, c'est essayer d'analyser aussi un petit peu tout ça. Et continuer aussi à travailler avec des partenaires qui ont une demande qualitative, puisque du coup, si une demande n'est pas qualitative, elle va avoir l'effet de peut-être dévaloriser le contenu. Et quand c'est un contenu qui est travaillé, comme on disait à l'heure actuelle, qui est quand même beaucoup travaillé par beaucoup de monde, c'est quand même dommage de le dévaloriser. Et aussi faire confiance à des partenaires qui ont fait leurs preuves
Le choix des prestataires. Ouais, le choix des partenaires. prestataires. Exactement, ouais. Je pense que c'est à peu près les 3 conseils que je donnerais. Je ne vais pas rajouter travailler avec Augury parce que ça ferait un peu trop. Voilà, il fallait que je la fasse. Ça va de soi, bien évidemment. Magali, toi, si tu avais des conseils, pareil, pour passer l'hiver, passer 2023, et après on reviendra quand même sur les stratégies. Enfin, il y a quand même quelques outils que vous pouvez donner, mais là, un conseil que tu devrais donner à un éditeur de presse. Alors moi, je travaillerais sur mon asset, sur mon site. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer ses performances. Déjà, ne pas oublier les X%. Alors moi, je dirais qu'on voit à peu près 10% qui cliquent sur continuer sans accepter, 5 qui cliquent sur tout refuser. Donc, ne pas oublier ces environnements non consentis. On peut les monétiser. On peut les monétiser. Que dans le marché, on se dit que c'est immonétisable. C'est pas monétisable avec les outils d'ad serving de Google qui sont pas compatibles. En revanche, il existe des solutions. Nous, on utilise un ad server alternatif, un digital ad server. Il y a d'autres solutions comme Xander, Equative qui sont compatibles aussi. La problématique, c'est pas trop l'ad serving, c'est surtout qu'est-ce qu'on met derrière. On a fait beaucoup de tests avec du header bidding, avec du pré-bid. On a très très peu de réponses aujourd'hui en non consenti. Ça va venir, il y a des acteurs qui arrivent avec du native, avec des campagnes, on va dire, plus run. Donc là, ça va finir par se monétiser, mais voilà, le marché n'est pas encore mûr. Il y a quelque chose qui est intéressant à exploiter, c'est éventuellement tout ce qui est campagne à la performance sur ces emplacements-là, sur cet environnement-là. On a fait pas mal de tests avec de l'affiliation. Il faut qu'il y ait du tracking serveur-to-serveur pour que ce soit cookie-less. Et ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est des pistes à explorer. Je pense qu'il y a un côté exploratoire. Donc monétiser son environnement non consenti, maximiser autant que possible son taux de consentement, parce que c'est quand même ça le Graal. Donc il existe des solutions, moi je pense à ces cookie wall, où soit tu acceptes les cookies, soit tu payes. Oui, par exemple, ce qu'il y avait avant, ViewPay ou des voilà, ce genre de solutions. En tout cas, des choses un peu plus granulaires qui évitent un mur un peu violent. Et puis des messages, et puis c'est arriver à travailler son marketing, ces messages pour arriver à faire changer son internaute d'avis. Dire c'est important en fait, ce geste-là que tu viens de faire en un clic. Sur l'UX. Moi je pense qu'il y a un côté marketing à faire sur l'UX de la CMP, sur les messages qu'on affiche ensuite à un internaute qui s'est opposé. Après moi je dirais qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, je reviens sur l'idée du volume. Quelque chose qui est très important dans la monétisation de son média, c'est évidemment le nombre de publicités qu'on affiche par page, je veux dire par visite. Nous, on met en place une technologie c'est un script qui identifie les meilleurs emplacements publicitaires sur la page pour insérer ces emplacements et s'assurer qu'on n'oublie pas un emplacement parce qu'on était sur un contenu qui était particulièrement long, on n'avait pas pensé qu'il pourrait y avoir de l'espace publicitaire. Avec des technologies comme ça d'emplacement dynamique, ça évite de rater une opportunité d'affichage. Ça permet aussi de faire des tests. On croit beaucoup à l'A/B test. Faire un test, par exemple, on définit une distance entre 2 annonces. La distance, elle peut être de 800 pixels par défaut. Et puis un jour, je fais un test sur un groupe aléatoire. Et au lieu d'avoir 600 pixels, je vais en avoir 300. Alors forcément, ça va avoir un impact sur mon UX. Ça va aussi avoir un impact sur ma monétisation. L'idée, c'est d'avoir après des rapports qui nous permettent de prendre une décision et d'essayer de trouver cet équilibre très délicat entre UX et monétisation maximum. Et puis voilà, le 3e point, j'ai pas de... Il y a tellement de choses à dire. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Philippe, toi, de ton côté, alors j'imagine que le premier conseil que tu vas dire, c'est de rejoindre votre alliance Prisma for Publishers. Mais voilà, pour au-delà de ça, ou peut-être ça, si tu veux remettre en avant un peu conseil que tu donnerais à un éditeur pour 2023. Ouais, non, je pense qu'en toute transparence, là, c'était très précis et vraiment très concret, et je pense que c'est top. Peut-être pour prendre un peu d'auteur, je pense qu'il y a 3 chemins de monétisation digitale. Il n'y en a pas 10 000. Et la sophistication demandée pour réussir maintenant, aujourd'hui, il faut choisir et pas courir tous les lièvres, à mon avis. Je pense que si on n'a pas la taille critique, c'est-à-dire 10 millions de BUD dupliqués mensuels, il faudrait choisir 2, idéalement un seul sur les 3. Donc le premier, c'est la monétisation publicitaire. Dans la monétisation publicitaire, donc il y a 2 choix. Il y a le choix où vous êtes plutôt une petite, belle marque,
mais peu d'inventaire, et je considère du coup même pas aller dans le programmatique. Il faut faire de l'OPS et le gré à gré, et jouer à fond votre marque et la partie rédaction, et voilà. Ou vous êtes un peu plus puissant et vous allez dans le programmatique, et donc là, effectivement, il faut absolument le consentement. Aujourd'hui, on ne peut pas monétiser sans consentement. Moi, personnellement, je ne comprends même pas, au plus, qu'un annonceur est à l'aise d'afficher une pub devant quelqu'un qui a cliqué. Je ne consente pas un ciblage publicitaire pour ensuite le bombarder maladroitement non ciblé. Donc même en tant qu'annonceur, voilà. Donc consentement, absolument consent wall. Il faut expliquer, voilà, c'est des contenus gratuits de haute qualité. Il faut un clean deal. Donc au moins, laisse-moi me rémunérer mes journalistes avec la publicité. Donc sinon, voilà, sinon un paywall, effectivement. Et donc voilà, deuxième business model possible, le paywall. Donc il y a des groupes qui font ça très très bien en France, comme Le Monde, ils réduisent complètement la dépendance publicitaire, ils disent que c'est le paywall et basta, et très bien. Mais c'est pas pour tout le monde. Et ça a des conséquences. On sent une espèce de tassement aussi sur les abonnements, la période d'inflation. Surtout en paywall, c'est du diesel. Hein. Avant d'être successful en paywall et de pouvoir en vivre, c'est au moins 8, 10, 15 ans. En presse magazine, par exemple, le bon élève en France, je crois, c'est le Co International, ils ont 80 000 abonnés. Et ça a mis 18 ans, je crois. Donc, c'est pas du jour au lendemain, ça va vous changer la réalité économique. Non. Et le troisième, qui n'est pas inintéressant, de plus en plus, les anglo-saxons sont très forts dessus. En France, on a un peu plus de mal avec la déontologie, comme on dit, c'est le content to commerce. Donc, la nouvelle version de l'affiliation, c'est-à-dire des éditeurs qui sont très forts là-dessus, Humanoid ou d'autres, où effectivement, en fait, la rédaction fait ou du show, en rebondissant sur les SEO, sur Discover, pour faire découvrir une offre promo, un abonnement, j'en sais rien, sur Prime, juste 3 heures avant le match de Federer, la machine à café pour le télétravail chez soi, la super imprimante pas chère, le Black Friday, ou la version froide, plus diesel, le bon d'essai, le meilleur vélo électrique testé par la rédaction avec vraiment du contenu, des vidéos, etc. Après, vous choisissez, et l'éditeur peut se rémunérer donc ou en rêve cher, ou peut-être même faire quelque chose encore plus imbriqué avec l'annonceur, avec une espèce de full funnel, où en fait l'éditeur transforme ses audiences en consommateurs. On le fait bien dans le print. Hein. On donne bien des conseils, le spécial cadeau de gala qui est paru la semaine dernière. On n'a aucune valeur, on donne plein d'objets en fait, à acheter aux Galeries Lafayette, etc. Et donc pourquoi pas le faire en digital et capter la valeur. Et je pense que faire les trois, c'est compliqué, il faut vraiment une taille vraiment certaine. Et donc choisissez un peu votre bataille, ou sinon rejoignez effectivement des alliances ou des partenaires pour le faire, mais dans le futur, ça commence à être tellement sophistiqué, chacun des trois, hein, que faire les trois, avoir les profils... C'est dur d'être indépendant et d'être petit dans ce marché. Je pense. Pour dire les choses. Ouais, la mauvaise nouvelle, c'est ça, et la bonne, c'est qu'il y a trois. Ouais, il faut bien les choisir. Merci. Dernière question un peu pour élargir plus sur le long terme. Quelles sont les innovations de long terme sur lesquelles vous misez qui peuvent transformer l'univers de la pub digitale? Alors je mettais des exemples notamment peut-être provocateurs, le métaverse, télésegmenté, c'est un peu plus réel. Métaverse, c'est aussi réel, mais on peut mettre beaucoup de mots, beaucoup de choses derrière ce mot un peu valise. Voilà, je ne sais pas, dans l'ordre peut-être, Philippe, tu as le micro. Là, vraiment des innovations long terme. Sur quoi tu sens que ça peut aller la pub digitale? Alors déjà, sur le métaverse, c'est le sujet pour les conférences aujourd'hui. Vous connaissez la courbe de Gartner sur les hypes. Donc je pense que dans quelques mois, ça va sévèrement chuter. Et après, peut-être après 2-3 ans, ça va remonter. Ce qui est super intéressant dans le Web3, il y a une notion qui est vraiment révolutionnaire, qui est d'être propriétaire, de posséder quelque chose. Et le transfert de possession, digital ou physique, associé à un token NFT, vous appelez ça comme vous voulez, grâce à la blockchain, ça va changer plein de choses. Ça va là, c'est fondamental, c'est quelque chose de tangible fondamental. En tout cas. Mais les petits bonhommes qui se baladent sur Sandbox et sur Roblox, je sais pas quoi. C'est de la com. Ouais. Et il y a je crois, il y a un chiffre qui circulait. Normalement, ça communique pas trop. C'est 300 000 utilisateurs mensuels monde. Donc, c'est de loin pas encore un effet de masse. Mais la partie Web 3, de posséder quelque chose, ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Voilà. Vous avez essayé des choses chez Prisma là-dessus, sur des NFT, sur la notion de communauté, c'est aussi intéressant, il y a pas mal de choses à faire, des DAO, etc. Vous regardez un peu? On regarde, mais c'est souvent des trucs un peu de buzz, genre la couve du magazine avec un NFT associé. Donc, juste pour un communiqué de presse, je pense qu'on a d'autres priorités, on a bien d'en parler pendant 1 heure. Donc là, on a plutôt une équipe d'innovation transverse chez Vivendi. C'est l'avantage d'être dans un grand groupe aussi qui se concentre sur ça. Ils ont acheté du terrain dans les différents métaverses, ils font des tests. Donc on laisse un peu ceux qui sont dans les InnoLabs un peu prendre l'avance et nous on est prêts quand il faut le scaler.
mais pas aujourd'hui un projet métaverse non à court terme. Les vraies innovations qui vont changer notre destin, c'est clairement toute la partie est-ce qu'on arrive, on va dire, de préserver un équilibre entre la data, le ciblage et éviter un Internet maladroit, j'appelle ça, et un New Deal avec l'internaute. En fait, c'est l'internaute qui doit comprendre à quoi ça sert de se loguer, par exemple. Est-ce que consentir Bien sûr. Et il y a plein de raisons en tant qu'éditeur, vous êtes éditeur dans la pièce, de dire à un internaute, s'il te plaît, log-toi, partage ta donnée, je vais te faire ton prochain spécial immobilier de capital que sur ton quartier. Donc il y a plein de raisons en fait, et la valeur ajoutée, et la personnalisation. C'est là où le token aussi peut être intéressant. Complètement. Tu sais, pouvoir donner quel type de données tu veux partager et pouvoir choisir dans ton wallet. Tiens, cette donnée, je veux bien la partager. Bon, il faut un peu de maturité, mais en tout cas, ça peut être intéressant. De votre côté, Magali, peut-être, voilà, c'est innovation long terme ou moyen terme, mais en tout cas, en se projetant un peu. Merci François pour cette question sur le métaverse. Ouais, voilà, qui est la question un peu piège, forcément. Ouais, c'est une question un peu piège. Alors, moi, j'ai l'impression de voir plus de publicité pour le métaverse sur mon fil Instagram que de vraiment l'expérimenter personnellement. Par contre, ce que j'ai déjà essayé, et j'imagine que je suis pas la seule dans la salle, c'est les lunettes de réalité virtuelle. Et j'avoue que je trouve ça assez magique. Et en fait, je pense que ce côté immersif, je pense que ça peut être une tendance de fond. C'est-à-dire que le métaverse, que le Web3 émerge ou pas, je ne serais pas étonnée que dans le futur, on ait ces espaces d'encarts publicitaires avec des formats nouveaux où on puisse interagir. Là, avec Opti Digital, on est en train de développer un nouveau format qu'on a appelé Opti Engage, parce que justement, il est engageant. On demande à l'internaute de naviguer dedans. Et quand il navigue, en fait, c'est une manière de capter de la data first party qui nous permettra de le recibler par la suite. Et ce côté, voilà, très engageant, on l'a un peu sur Instagram avec ce jeu du pouce où on navigue en story. Je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a aussi ça dans tout ce qui est in-game advertising, dans les jeux vidéo où on commence à avoir des acteurs qui placent de la publicité, etc. Voilà, c'est ce côté immersif. Moi, je pense que c'est un peu peut-être une tendance de fond. Donc, on oublie le mot métaverse, mais en tout cas, de l'immersif, oui, et ça peut être un terrain de jeu dans le futur. Ouais. Top, merci. Bérangère? Du coup, je vais rejoindre Philippe et Magali. Effectivement, le métavers, je pense que la promesse, elle est extrêmement alléchante, mais je pense qu'on a un peu de temps. Et cela dit, il y a déjà encore beaucoup de choses à faire sur le marché, à consolider avant de se lancer à fond dans le métaverse. Et nous, chez Augury, notre parti pris à l'heure actuelle, ça va vraiment être la publicité personnifiée. Donc, du fait ID-less, cookie-less, en fait, on fait vraiment abstraction en fait, de l'identité de la personne. Mais on va plus se concentrer sur le persona, sur sa localisation, sur quel contenu il est, sur comment est-ce qu'il consomme, etc. Donc pas de comment est-ce qu'il consomme. Une segmentation encore plus fine. Une segmentation beaucoup plus fine. En fait, on fait vraiment abstraction de l'identité de la personne, en fait, puisque finalement, je ne vais pas dire que c'est une data dont on n'a plus besoin, mais comme nous, on avait capitalisé énormément sur la validation du consentement par l'utilisateur avant la RGPD et tout ça. Donc on a déjà notre algorithme qui a beaucoup travaillé sur les comportements des utilisateurs sur mobile, et on continue aussi d'alimenter cette data par des surveys, par et du coup finalement être plus proche au final de l'utilisateur pour savoir à quoi il correspond. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites tout en respectant la vie privée de l'utilisateur. Top. Peut-être une toute dernière question pour Philippe. Je parlais de TV segmentée. Alors vous publiez beaucoup de vidéos. Il y a pas mal d'innovations côté fast sur la télé segmentée, etc. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, sur lesquelles vous êtes présent? Je pense que la télé et la vidéo digitale vont converger. Ça va être la même chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit dans les choses qui comptent, dans les KPIs, que c'est le digital, la vidéo qui va prendre le dessus. On voit que le nouveau médiamétrique 4 écrans, vous avez suivi, il n'y a plus d'audience télélinéaire. C'est fort quand même. On ne le voit plus. Pourquoi on ne le voit plus? Voilà, vous avez la réponse. Donc, on englobe aujourd'hui dans le GRP, pardon, justement le CPM. Le GRP a perdu, le CPM a gagné. Donc, le digital a gagné
a englobé la télé linéaire comme une des plateformes un canal de distribution dans un écosystème 4 écrans global qui va diminuer. La délinéarisation va augmenter. On voit aussi la pression sur les coûts de production. C'est plus les productions, même pour les agences de pub, pour les grandes productions. C'est pour ça, c'est la guerre des plateformes aussi. C'est là où il y a l'argent aujourd'hui. C'est pour ça, voilà. Dans notre groupe, on a Canal+, qui investissent 4 milliards, mais c'est même 4 milliards, c'est pas beaucoup face à l'échelle mondiale. Mais sur le web, effectivement, je pense que ça va être une fusion, en fait, une convergence de la télé qui, du coup, avec cette étape intermédiaire de la télé segmentée, c'est donc la partie digitalisation de la télé linéaire, pour en fait fusionner, se rapprocher, et finalement, ça va faire un. Et on va plus avoir de distinction entre un grand écran à la maison connecté, entre, je sais pas, dans les transports, un petit écran, et ça va être complètement fluide, la consommation. Le CPM, donc c'est et tout ce qui est autour ICPM vont être les KPIs qui comptent. Et la télé linéaire est en train de faire ce pas, tout en préservant sa valeur. Très bien. Merci à tous les trois. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser. Sinon, vous pouvez peut-être nous retrouver à la sortie pour des questions. Est-ce que vous une question? C'était clair? Eh bien, merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.